Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast, le débrief de la 9e étape du Tour de France qui arrive au Puy-de-Dôme ce dimanche. On est de retour à domicile, ça y est, la semaine sur le Tour de France est terminée. On est de retour dans un format plus classique. François-Pierre Noël est en famille ce dimanche et on nous retrouve pour le remplacer, Étienne Gourceau de Dico du Sport. Salut Étienne. Salut Guillaume, moi je ne suis pas en famille mais je vais laisser pouponner François-Pierre. Ouais, on le laisse pouponner tranquillement avec la petite, avec la famille, profite bien FP. Bon Étienne, merci en tout cas de venir au pied levé pour débriefer cette 9e étape du Tour de France. Il y a pas mal d'enseignements. Après cette 9e étape, on parlera aussi de manière un peu plus générale de la première semaine à la fin de ce podcast. Il n'y aura pas de réaction, voilà, on va aller sur un format plus classique de débrief, mais on va en profiter quand même pour déjà, Étienne, je vais te demander pour commencer un peu ton avis sur cette étape au Puy-de-Dôme. Est-ce que tu as été déçu ? Non, parce que finalement on a quand même eu de la bagarre pour les favoris. Bon, c'est vrai qu'ils ne se sont pas joués la victoire d'étape, mais il y a quand même des gros écarts. David Gaudu perd par exemple une 10 sur un Simon Yates pour la 3e place. On sent que pour le maillot jaune, entre Pogacar et Vingegaard, ça va être intense jusqu'à la dernière étape de montagne au Markstein. Et t'as pas été déçu par le scénario de course non, pour toi ça a été une étape classique de fin de première semaine avec des coureurs fatigués, une échappée qui a pu aller au bout, avec une bagarre qui a été, je vais pas dire pas si intense, mais qui n'a pas duré aussi longtemps qu'on aurait pu le prévoir au début d'étape pour prendre l'échappée. Après, le problème de cette étape, c'est qu'il y a le Puy-de-Dôme, mais il y a quand même, alors c'est pas totalement plat, mais il n'y a pas de col pour arriver au pied du Puy-de-Dôme, ce qui fait que c'est quand même difficile de contrôler pour une équipe. Et le Puy-de-Dôme en lui-même aussi est compliqué parce qu'il part de façon très difficile, on l'a vu. Ouais. Et il y a ces 3-4 km de plat. Pour moi, celui qui attaque dès le pied à Clermont-Ferrand, il part au suicide. Avec ce plat, des équipiers qui peuvent encore rouler dans le plat derrière. Tu arrives dans les 4 derniers kilomètres, tu butes. D'ailleurs, on a vu Jorgensen qui a roulé de longs kilomètres seul, buter quand c'est devenu très très difficile. Ouais, et puis avec ces derniers pourcentages, dans les 4 derniers kilomètres, il me semble 1, 2, 3, 4 derniers kilomètres exactement, j'ai le pourcentage sous les yeux, c'est pour ça que je regarde en même temps, 11,5, 11,4, 12,2, 11,5 et puis les derniers hectomètres vers la ligne d'arrivée à 12,1% de moyenne. Là je vous ai donné le pourcentage moyen par kilomètre quand même sur ces 4 derniers kilomètres pour monter au Puy-de-Dôme. Bon, on va commencer, Étienne, j'allais dire FP, tu vois c'est l'habitude. Pas encore, ça, t'inquiète pas Étienne, ça va le faire. Étienne, on va commencer par le podium de l'étape, ce que tu as pensé un peu de ce que tu retiens de cette étape du Puy-de-Dôme. Alors je vais commencer par mon numéro 1, je vais le faire dans l'ordre inverse. Je vais commencer par tout simplement le vainqueur, Michael Woods. Alors petit instant auto-promotion personnelle. Ouais. J'ai sorti ce matin un papier pour Dico du Sport où je parlais de Michael Woods comme étant le coureur à suivre de cette 9e étape. J'ai envie de dire qu'il ne m'a pas trop déçu et qu'il n'a pas trop déçu. Je l'ai trouvé très courageux parce que il avait quand même pas loin de 2 minutes à 4 km de l'arrivée. Il y avait quand même de quoi s'effondrer psychologiquement, de se dire que c'était perdu. J'ai vraiment l'impression, et il le dit lui-même en interview au micro de France Télévisions, il y a vraiment cru jusqu'au bout. Et ça, c'est important. Il part quand même, Michael Woods, on débriefera après, mais il part avec pratiquement 2 minutes de débours sur Jorgensen. Tout à fait. Et en numéro 2, la bagarre Pogacar-Vingegaard qui est vraiment intense. C'est un vrai match de boxe entre les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu autant un combat psychologique qu'un combat physique. C'est-à-dire qu'on a vu un Pogacar creuser mètre par mètre. J'ai envie de dire, alors on débriefera plus longuement comme tu l'as dit tout à l'heure, mais que Vingegaard a été fort dans la tête parce que il y avait quand même matière à s'écrouler. Tu vois ton adversaire s'échapper mètre par mètre, centimètre par centimètre, et il aurait pu s'écrouler, puis finalement il s'est arraché pour perdre que 8 secondes. Alors c'est toujours 8 secondes de prévu, mais ça aurait pu être pire vu le contexte. Et ton point numéro 3 ? Et mon point numéro 3, les Français un peu en difficulté. David Gaudu, Romain Bardet qui perdent malheureusement beaucoup de temps. Alors là, Guillaume, on parle plutôt de la bagarre pour la 3e place, mais
Le Tour de France est encore long, mais peut-on encore rêver d'une 3e place pour l'un des deux cadres français? Je commence à être un peu dubitatif, à vrai dire. Ouais, on en parlera, on fera aussi le débrief de manière plus générale de cette première semaine à la fin du podcast. Étienne, moi je vais te donner mon top 3 de la journée, mon podium de la journée. Numéro 1, je vais quand même mettre la bataille Pogačar-Vingegaard encore dans ce puits de Dôme, et finalement j'aurais même pas envie de dire que Pogačar, tu vois, on fait un peu depuis le début du tour, Vingegaard qui a distancé Pogačar, ça fait 1-0 Vingegaard, ensuite le lendemain vers Cotteret 1 partout, et j'ai même pas envie de te dire aujourd'hui que Pogačar a marqué 1 point de plus face à Vingegaard. Certes il a repris 8 secondes, mais on en parlera juste après. Il y a quand même eu ils ont pas fait jeu égal, mais tu sens que Pogačar monte en puissance, mais comme tu l'as dit, ça a été une bataille psychologique et Vingegaard a quand même répondu, a quand même limité la casse, et ça nous laisse augurer de 2 bonnes semaines encore à venir. Mon point numéro 2, c'est la victoire de Michael Woods quand même. C'est un coureur que j'adore, c'est un profil de coureur que j'adore, très punchy, et qui a vraiment géré sa montée, qui n'a pas pris comment dire, les devants tout de suite. Ça a été une grosse prise de risque. Lui il sort de la route d'Occitanie. Il a remporté la route d'Occitanie juste avant le Tour de France. Les ascensions avec de gros pourcentages comme ça, il aime beaucoup, hein. Il a fait 4e de la Flèche Wallonne cette année, donc Michael Woods, c'est un coureur qui a remporté une très belle victoire là au Puy de Dôme. Et puis mon point numéro 3, je vais quand même dire la surprise Tom Pidcock. Ce sera la bataille pour le podium, hein, de toute façon, même pour le top 10, la course des outsiders. Mais dans la course des outsiders aujourd'hui, il y en a un qui m'a bluffé, c'est Tom Pidcock, qui monte en puissance lui aussi chez Ineos. Et on parlera aussi de David Gaudu qui a encore perdu du temps, tout comme Romain Bardet. Allez, on commence, Étienne, rapidement ce podcast avec finalement cette... Allez, tu veux commencer par la bataille Pogačar-Vingegaard ou par la victoire de Michael Woods? Je te laisse choisir. On peut commencer par la victoire de Michael Woods, parce que je pense que la bagarre Pogačar-Vingegaard va être un fil rouge de ce Tour de France, donc autant commencer par quelque chose qui risque de pas forcément se reproduire. À toi l'honneur. Eh bien écoute, Michael Woods, après plusieurs podiums sur le Tour de France, quelques top 5 aussi, j'ai pris le temps ce matin de me pencher un peu sur son cas. Il vient décrocher là la plus belle victoire de sa carrière, on va pas se mentir, même s'il a déjà gagné sur les routes de la Vuelta, qu'il a déjà fait un top 10 là-bas. C'est vraiment pour moi la plus belle victoire de sa carrière, dans le sens où non seulement il gagne sur la plus grande course du monde, et en plus c'est vraiment une victoire, il la doit à personne finalement, parce qu'il se retrouve au pied des 4 derniers kilomètres, il est tout seul avec 2 minutes de retard, il est vraiment allé se la chercher tout seul comme un grand, il a largué tout le monde à la pédale un par un, il a compté sur personne finalement, il était livré à lui-même. Ouais, vraiment un Michael Woods qui s'est glissé dans cette échappée du jour, qui s'est dessiné rapidement en début d'étape. Ils étaient combien? Ils étaient une quinzaine dans cette échappée aujourd'hui, il me semble. Ils étaient une quinzaine, ils étaient, ouais, c'est ça, une quinzaine, c'est ça. Il y avait aussi Guillaume Boivin dans cette échappée. Et puis Michael Woods, on se disait quand il est parti trop loin. Matteo Jorgensen était parti seul dans le Puy de Dôme, et non, Jorgensen, Matej Mohoric va sortir, il va aller le reprendre, et Michael Woods il revient trop loin. Et puis en fait, dans ces images magnifiques, finalement, on peut dire tout ce qu'on veut de la réalisation, mais avec ces images d'hélicoptère dans le Puy de Dôme, il n'y avait pas de public, c'était les coureurs seuls face à eux-mêmes. On a l'impression de revenir un peu dans cette période Covid, où on avait des courses, il n'y avait pas beaucoup de public au bord des routes, avec des ascensions d'écoles qui étaient fermées au public, il faut s'en rappeler, hein, certaines fois. Là, c'était exactement le Colombier, c'était les coureurs seuls face à eux-mêmes. Et Michael Woods, il a quand même emmené un énorme braquet pour aller déposer derrière Jorgensen aux 500 mètres. Et t'imagines quand même que Michael Woods, il a déposé Jorgensen à 500 mètres de l'arrivée pour aller gagner, et au final, Jorgensen s'est totalement écroulé. Jorgensen termine 4e de l'étape à 36 secondes de Michael Woods. Pierre Latour a fait aussi une énorme remontée pour terminer 2e de l'étape à 28 secondes de Woods, et Mohoric est allé cramer Jorgensen sur la ligne d'arrivée pour terminer à 35 secondes, 3e. Une magnifique 5e place de Clément Berthet, le jeune grimpeur de la SG2R Citroën Team, qui termine à 55 secondes.
Je te coupe justement, tu parles de Clément Berthet. On va mettre une petite touche de cyclisme féminin dans ce podcast. Parce que Clément Berthet, pour ceux qui le savent, c'est aussi le compagnon de Juliette Labousse. Et Juliette Labousse a fait une très grande performance sur le Giro Donné. Ouais. On fera le débrief, Étienne, dans Vélo Podcast. On va le faire avec Julien Després. Ce débrief du Giro Donné, le Giro féminin, sortira demain dans Vélo Podcast. Et tu as raison, puisque on va dire le compagnon de Juliette Labou a fait deuxième au Puy-de-Dôme, et Juliette Labou, elle a fait deuxième derrière Annemiek van Vleuten sur le Giro féminin. Étienne, sur cette victoire de Michael Woods, est-ce qu'on peut parler quand même de Matteo Jorgensen, qui est un magnifique coureur, qui s'est fait reprendre dans cette ascension finale, mais Matteo Jorgensen, c'est un coureur qui est présent au printemps, sur les classiques pavés, le Tour des Flandres, et qui derrière est présent, et c'est aussi la revanche de la Movistar, un peu ce qu'a fait Matteo Jorgensen après l'abandon d'Henrik Mas en début de Tour de France. La revanche, mais finalement, je trouve qu'il y a un beau parallèle avec Nelson Poles. C'est des coureurs qu'on a vus très forts depuis le début de la saison. Deux jeunes Américains. Ouais, à mon sens, les deux ne sont pas à leur meilleur niveau. En toute honnêteté, un Matteo Jorgensen, de son niveau de Paris-Nice, de son niveau du printemps en général, il s'écroule pas et il gagne l'étape. Avec 2 minutes d'avance sur Michael Woods, il gagne l'étape. C'est quand même, on parle de quelqu'un qui a fait top 10 de Paris-Nice, qui a quand même été très costaud, notamment dans la dernière étape. Il s'écroule pas. Donc, il est quand même en deçà, et ce petit, peut-être 1 ou 2% qui lui manque, c'est ce petit 1 ou 2% qui lui a manqué encore une fois pour remporter cette étape. Ouais, et puis il y avait aussi une donnée, c'est la chaleur, la gestion de la chaleur aussi. Peut-être que Matteo Jorgensen, à un moment donné, il a eu un coup de chaud, il s'est quand même géré, ça a été compliqué pour lui de gérer ça. Et je vais faire le parallèle, Jorgensen et Latour dans l'échappée, l'abandon d'Henrik Mas en début de Tour de France, l'abandon sur chute de Steph Kras hier dans l'étape vers Limoges, et finalement les équipes arrivent à se réinventer pour repartir vers l'avant, pour repartir de l'avant. Michael Woods était un coureur qui était pas loin du top 10 encore dans les Pyrénées, et aujourd'hui il est 22e du classement général à près de 20 minutes de Jonas Vingegaard. La transition avec la bataille pour le général, Étienne, avec Pogačar qui a distancé Vingegaard, comme on dit apparemment en danois. Vingegaard. Et on a eu cette attaque. Alors l'attaque, elle a combien? Elle a 2-3 km, entre 2 et 3 km. Un peu moins. Un peu moins de 2 km du sommet du Puy-de-Dôme. J'ai l'impression que c'est encore une fois 1400-1500 mètres de l'arrivée. C'est un peu le fil rouge de ce Tour de France. Les deux s'attaquent à 1500 mètres d'un sommet de col, on va dire. Ouais, avec cette flamme rouge qui était tracée au sol dans le Puy-de-Dôme. Et on a vu Pogačar attaquer. On a déjà avant, on a eu un écrémage quand même où finalement tu n'avais plus que t'avais plus beaucoup de monde dans ce groupe, on va dire dans ce premier groupe de favoris. T'avais Pogačar, t'avais Vingegaard, t'avais Simon Yates, t'avais les deux Ineos Pidcock Rodriguez, t'avais Adam Yates un peu, t'avais Jay Hindley qui avait un peu de mal, et Félix Gall qui a tenté de sortir un peu, était un peu entre deux parce qu'il y avait un deuxième groupe derrière avec les Gaudu, Bardet, Pinot, notamment Pello Bilbao. Donc il y avait Sepkus aussi qui était avec Vingegaard, et puis il y a eu cette attaque, donc on va dire à 1500 mètres de l'arrivée de Tadej Pogačar, qui a longtemps maintenu son effort. C'était une vraie belle attaque, il en a collé qu'une seule, il en a posé qu'une seule, Tadej Pogačar, mais une vraie grosse attaque, et on a senti petit à petit que Vingegaard en avait, et puis aller dans les dernières secondes de son attaque en danseuse, avant de soutenir un effort, on va dire effort curseur comme on a l'habitude sur PCM, Tadej Pogačar, il a fait rasseoir Vingegaard, et là ça s'est joué à mètre par mètre. C'est un magnifique duel psychologique quand même. C'est des images dont on n'a pas forcément l'habitude de voir. Un coureur qui lâche centimètre par centimètre comme ça, on a l'habitude de voir des coureurs se faire lâcher par des adversaires, et ça se fait de façon, par exemple à Cotterêts et même à Marie-Blanc, ça s'est fait de façon beaucoup plus spectaculaire. Là c'était vraiment, c'était incroyable quoi. On avait l'impression que c'était du slow motion entre les deux, et l'écart qui se faisait petit à petit, et autant Vingegaard, je l'ai trouvé parfois friable en début de Tour de France, autant là je l'ai trouvé très fort dans la tête, parce que il y avait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y avait quand même bien matière à s'écrouler et à perdre beaucoup plus que 8 secondes aujourd'hui. Ouais, clairement. Et puis tu sens quand même que dans cette bataille slow motion, centimètre par centimètre,
Ils jouent leur vie, je sais pas, mais Vingegaard a été très fort quand même. Même dans la défaite d'aujourd'hui, Vingegaard a été très fort. Et c'est pour ça qu'en fait, même si Pogačar, tu sens qu'il monte en puissance étape après étape, qu'il a eu un petit coup de mou dans Marie-Blanc, un contre-coup, un contre-coup peut-être de sa préparation qui a été quand même un peu tronqué avant ce Tour de France, exactement. Tu sens quand même que ça va de mieux en mieux, mais que Vingegaard, il lâche rien. Et au final, l'échappée est allée au bout. Il n'y a pas eu de bonif à l'arrivée pour les favoris. Et il ne perd que 8 secondes, entre guillemets, avec donc encore un avantage au général pour Jonas Vingegaard. Donc, tout n'est pas perdu. Pour moi, ce soir, avant l'étape, on était à 1 partout entre les deux. Ce soir, on est à 2 partout. Je sais pas ce que t'en penses. C'est clair. De toute manière, c'est encore Vingegaard qui a le jaune. Et même si Pogačar a réussi à le distancer, il lui a pas mis de misère. Et surtout, quand on voit le visage de Pogačar, il était vraiment à bloc de chez bloc lui aussi. Il avait zéro marge. Il était vraiment au maximum de ce qu'il pouvait faire. Ouais, les deux, ils se sont mis cher quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'aurait pas pu faire mieux que ces 8 secondes. Ouais. Mais les deux se sont mis cher. Et Pogačar reprend, là où il reprend le plus de temps, en fait, sur ces 8 secondes à Vingegaard, c'est pas son attaque à 1 km de l'arrivée. C'est dans les 500 derniers mètres où il en remet une. Il arrive à en remettre une. Alors, pas aussi forte que sur l'attaque, mais il arrive à remettre, je sais pas s'il remet une dent, mais en tout cas, il maintient un gros effort pour aller jusqu'au sommet et terminer. Donc Tadej Pogačar, finalement, c'est le premier des favoris, premier derrière les échappés, 13e de l'étape à 8 minutes 19 de Michael Woods, et donc Jonas Vingegaard 14e de l'étape à 8,27. Étienne, on passe à la course des outsiders. Allez, pour débriefer, terminer de débriefer cette 9e étape avant de passer sur le débrief général de la première semaine, avec Simon Yates quand même qui est là, qui est présent. Simon Yates qui termine derrière les Pogačar Vingegaard, il termine à 50 secondes de Pogačar, Simon Yates, avec dans sa roue Tom Pidcock qui lui monte en puissance, Carlos Rodriguez juste derrière. Tu sens quand même, allez, en 20 secondes t'as Yates, Pidcock, Rodriguez, Yates et Adam Yates donc, et Jay Hindley. Tu sens que là t'as quand même ceux qui vont se bagarrer pour, on va dire, entre la 3e et la 5e place, 6e place du général. Et déjà parmi les noms que tu viens de citer, il y a quand même 2 anciens vainqueurs de Grand Tour, donc ça quand même situe le niveau des mecs qui vont jouer la 3e place. Donc que ça soit Simon Yates, vainqueur de la Vuelta en 2018, et Jay Hindley, vainqueur du Giro l'an passé. Donc c'est des mecs qui savent gérer 3 semaines, donc on peut leur faire confiance sur ça. Même si pour Simon Yates, c'est parfois un peu plus aléatoire. Mais je le trouve bien, Simon Yates, je le trouve bien, et j'ai envie de penser qu'il va garder cette régularité qu'il n'a pas toujours eu en carrière. Après, Simon Yates, tu l'as dit, c'est un vainqueur de Grand Tour, il remporte le Tour d'Espagne 2018. Exactement. Simon Yates, Jay Hindley lui a remporté le Tour d'Italie l'année dernière. Simon Yates, c'est un coureur qui mériterait un podium comme ça sur le Tour de France. Alors mériter, c'est un bien grand mot parce qu'au final, bon voilà, aujourd'hui l'écart il est pour Jay Hindley. Il est pour Jay Hindley, en faveur de Jay Hindley qui lui limite la casse de plus en plus, qui est très régulier, qui a fait l'écart dans l'étape de la Reims. C'était l'étape de mercredi avec l'ascension de Marie-Blanc. Et au final, ça a été, ils ont été là tout de suite avec les Pogačar Vingegaard, ils ont maintenu l'effort et eux ils n'ont pas eu le gros coup de chaud, par exemple qu'a eu David Gaudu. Tu as senti que David Gaudu était au rupteur complet dans les derniers mètres, il était à l'agonie complet, David Gaudu, et là c'est plus inquiétant quand même pour le français. Alors je vais vite fait revenir sur Jay Hindley, vas-y. Dans le sens où il y a quand même plus de références en 3e semaine qu'un Simon Yates, parce qu'il a quand même les rares grands tours qu'il a joué à fond. Il a toujours été énorme en 3e semaine, sur ces 2 Giro en l'occurrence. Là où Simon Yates, parfois, il a tout perdu en 3e semaine. Mais pour revenir sur David Gaudu, oui, c'est vrai que autant dans les Pyrénées, il s'était montré rassurant vis-à-vis de ce qu'il nous avait montré au Dauphiné. C'est-à-dire que finalement, on s'était dit, il sera pas mal, il va pouvoir jouer à minima un top 5. Là, il perd du temps. En plus, il perd du temps aussi sur d'autres concurrents directs, au-delà même de la 3e place. Parce qu'il se fait passer par Pidcock. Il se retrouve avec un Simon Yates, il me semble, je vais reprendre le général. Il se retrouve avec un... Je reprends le général, voilà. Il se retrouve avec un Simon Yates qui reste devant lui. Sepp Kuss qui revient fort sur lui. Même un Peleo Bilbao est plus si loin. Ouais, c'est encore long.
il sera peut-être à l'aise sur un enchaînement de cols. Il a montré l'année dernière qu'il était à l'aise sur ces configurations-là. Mais je le sens moins bien que l'année dernière quand même. Pour avoir été sur le tour, depuis Bayonne jusqu'à Limoges, à chaque fois, Marc Madiot et David Gaudu nous disent c'est long 3 semaines. Alors, oui, c'est long. C'est long. Mais c'est une course par élimination. C'est long, mais quand t'as pas loin de 3 minutes de retard sur le podium et pas loin de 2 minutes de retard sur la 4e place, c'est long, mais c'est beaucoup. Et exactement, parce que l'objectif, c'est le podium. L'objectif de David Gaudu, c'est pas le top 5. On est bien d'accord quand même. Non, il a déjà fait top 4 l'année dernière. Toute place en dehors de la 4e serait vue comme une régression. Exactement. Il n'y a pas Vlasov, il n'y a pas Quintana, il y a pas Geraint Thomas, il y a quand même des coureurs qui étaient là autour et qui sont pas là cette année. Et surtout, David Gaudu, en début de saison, il avait quand même bataillé avec Pogačar et Vingegaard sur Paris-Nice. Meilleur que Vingegaard, d'ailleurs. Exactement, il était plus en avance que Vingegaard sur Paris-Nice. Donc là, pour David Gaudu, t'as senti un vrai coup de chaud aujourd'hui, soutien énorme de Thibaut Pinot qui était à ses côtés, Pinot 15e du général après ce soir, après cette première semaine. David Gaudu, tout était axé sur lui, et au final, l'étape d'aujourd'hui, c'est un gros coup quand même pour la Groupama FDJ, parce que David Gaudu, il se retrouve maintenant à 3 minutes 20, je crois, c'est ça, 3 minutes 20 de Jay Hindley pour la 3e place du podium. Alors, pour aller dans le sens des Groupama FDJ, je vais me faire l'avocat du diable. On va quand même pas oublier qu'il y a encore le Grand Colombier, qu'il y a encore le col de la Lose, qu'il y a encore toutes ces étapes-là, qu'il y a encore l'étape du Markstein. Qu'une course de 3 semaines, ça termine pas au bout d'une semaine. Hein. C'est aussi simple que ça. Merci, on va voir ce qui va se passer. Oui, là, franchement, je viens de vous réinventer le cyclisme. Hein. Étienne, là, tu dois apprécier. Hein. Mais au final, David Gaudu, dans cette course par élimination qui est le Tour de France, il vient quand même de se faire doubler par un Tom Pidcock au général. Il est 8e du général ce soir à 6,01 de Vingegaard, et franchement, ça n'inspire pas confiance pour la suite. On va pas dire que c'est rédhibitoire, parce que rien n'est rédhibitoire tant qu'on n'aura pas passé la ligne d'arrivée, on va dire, au Markstein plus qu'à Paris. Mais quand même, dans cette course par élimination, il prend un sacré handicap pour le reste du Tour de France. J'espère pour lui que ça va aller mieux. Mais c'est quand même pas très bien parti pour cet objectif podium, Étienne. Il va falloir aller boucher les 2-20 sur Hindley. Même, je veux bien qu'il reste beaucoup de temps dans ce Tour de France, mais comme je te l'ai dit, c'est quand même beaucoup de 21. Exactement. Et puis, vu comment Sepkus a accompagné Jonas Vingegaard aussi, il peut se faire encore doubler par Sepkus. Donc, on verra bien. En sachant que sur le chrono, même s'il est à dominante montagne, je ne vois pas Gaudu reprendre du temps sur Hindley sur ce genre de parcours. Ouais, et même sur un Carlos Rodriguez qui peut être un sacré bon rouleur. Étienne, on va faire le point sur la réalisation. On va faire le point réalisation que FP aime bien faire. Hier, il a encore poussé un coup de gueule après l'arrivée à Limoges. Toi, vite fait, t'en as pensé quoi de la réalisation du Tour sur cette montée du Puy-de-Dôme? Est-ce que t'as vu ce que tu voulais voir? Oui, finalement, il n'y a pas eu ces fameux plans là qui ont duré 10 ans pour montrer des coureurs à l'arrivée. On a pu voir après, c'était confortable pour la réalisation. Il y avait un quart d'heure, le temps que Woods arrive. Il s'était encore rien passé vraiment du niveau des favoris. Ça avait commencé à visser, mais il y avait 0 attaque. C'était peut-être plus confortable que dans Marie-Blanc où il fallait filmer Hindley tout en filmant Vingegaard, tout en filmant Ciccone qui était pas très loin non plus. Là, c'était quand même plus confortable. Moi, j'ai vu juste ce que je voulais voir. C'est vrai que la réalisation n'était pas extraordinaire en ce début de Tour de France, qu'elle ne l'est pas depuis globalement l'arrivée d'Anthony Forestier il y a 4 ans en 2020. Pour son 4e Tour de France, pardon. Mais là, aujourd'hui, non, c'était plutôt correct. Après, je suis pas le roi de ça, donc je suis peut-être pas le mieux placé pour parler, mais moi, ça m'a semblé cohérent en tout cas. Bon, allez, je suis plutôt d'accord avec toi, on va passer sur cette Réal. C'était facile pour lui, il y avait un quart d'heure d'écart, il avait le temps de montrer les deux courses. Si on n'a pas loupé les attaques de Pogačar, la bataille Pogačar-Vingegaard, bon voilà, avec la victoire de Woods, on n'a pas loupé grand chose. Le point sur les classements, ça va nous permettre de passer sur le débrief de cette première semaine, débrief plus général. Étienne, le point sur les classements, donc avec la victoire aujourd'hui de Michael Woods devant Pierre Latour, Matej Mohoric. Le classement général, pas de changement dans le top 6, Vingegaard, Pogačar, alors pas de changement en termes de place
Pogačar et Vingegaard et Pogačar, donc 17 secondes d'écart au classement général à l'avantage de Jonas Vingegaard. Jay Hindley qui a perdu un peu de temps aujourd'hui par rapport à Vingegaard, 1 minute, il conserve sa troisième place avec 1,40 d'avance sur Carlos Rodriguez, le jeune espagnol de la Ineos. Les deux frères Yates, Adam et Simon, sont 5 et 6, Tom Pidcock 7, il grimpe 2, il gagne 2 places au classement. Tom Pidcock a pris une très belle montée du Puy-de-Dôme. David Gaudu recule à la 8e place, Sepkus double Romain Bardet à la 9e place, Romain Bardet qui était 8e au général ce matin, et Romain Bardet qui est 10e donc du classement général. Allez, je vais donner très rapidement de la 11e à la 15e place: Bilbao, Menties, Bourman, Landa, Thibaut Pinot, Félix Gall 16, tu vois, il y a les équipes françaises derrière, Guillaume Martin qui a reculé aussi aujourd'hui, et Ben O'Connor qui a pris un éclat, 18e du général. Le classement par points, pas de changement. Philipsen avec un monde d'avance, c'est-à-dire 110 points d'avance sur Bryan Coquard et un peu plus de 110 points sur Mats Pedersen. Le classement du meilleur grimpeur avec une belle bataille peut-être qui s'annonce. Nason Poles qui a pris encore des points aujourd'hui, 46 points en tête devant Félix Gall, 28 points. Tobias Allan, Johannessen, Ruben Guerrero, Michael Woods à 20 points. Le classement du meilleur jeune après une semaine. Bon, Pogačar, 4 minutes d'avance sur Carlos Rodriguez, 5 minutes sur Tom Pidcock, 9 minutes et demie sur Félix Gall. Ça devrait le faire pour Tadej Pogačar. Et puis le classement de la meilleure équipe avec la Bahrain Victorious qui prend la tête du classement par équipe aujourd'hui, notamment avec la présence de Matej Mohoric en échappée. Ineos est toujours deuxième passe deuxième du classement par équipe. Ineos qui passe devant Jumbo Visma qui donc tombe à la troisième, qui gagne donc, qui descend à la troisième place de ce classement par équipe. Étienne, débrief général de cette première semaine. Allez, on va dire la bataille pour le classement général. Est-ce que toi tu as été convaincu par ce parcours? Thierry Gouvenou avait confié à Vélo Podcast hier au départ de Libourne. Vous pouvez retrouver l'interview sur les réseaux sociaux, notamment compte Instagram de Vélo Podcast, et était surpris de voir autant d'écart après une semaine. Est-ce que toi c'est aussi le cas? Oui et non, c'est vrai que j'ai envie de dire qu'on a vu que le début de la difficulté du Tour de France. Maintenant, on sait qu'avec les deux là, que ça pouvait s'attaquer tous les jours quasiment, et dès que ça a été dur, on a vu des attaques tous les jours. On a vu Pogačar dans le Pays Basque, alors certes sans creuser les écarts, mais en prenant quelques bonifications. Puis ensuite, les Pyrénées, on a vu des attaques à chaque fois dans les derniers cols. Donc je suis pas surpris, on est un peu dans la continuité de ce qu'on voit depuis l'année dernière, avec un Pogačar, d'abord un Vingegaard qui a renversé Pogačar, puis un Pogačar qui a tenté son va-tout à chaque étape pyrénéenne, et même un peu dans l'Alpe d'Huez d'ailleurs. Ouais, t'as quand même une énorme bataille. Ils nous offrent une énorme bataille les deux quand même. Ils se mettent des sacrés peignés dans les différentes montées qu'on a pu avoir depuis ce départ du Tour de France. Ouais, ça laisse franchement augurer 2 autres semaines à venir qui sont complètement dingues. Et surtout, moi, ce qui me marque en fait plus que la bataille Pogačar-Vingegaard qui était attendue, c'est l'écart après une semaine de course seulement avec la concurrence. L'écart, il est énorme. Tu n'as que 16 coureurs en 10 minutes. Tu n'as que 15 autres coureurs derrière Vingegaard en moins de 10 minutes. C'est incroyable l'écart qu'il y a après seulement une semaine. C'est incroyable. Après, je pense que le terme une semaine, il ne veut pas dire grand-chose parce que, par exemple, l'année dernière, à part la planche des belles filles, et on va dire les pavés, mais il n'y avait pas d'étape qui était propice à ce qu'il y ait des écarts. Là, on a eu du Pays Basque, on a déjà eu finalement 3 étapes de haute montagne. Donc c'est aussi, quand on sait que les deux sont 10 fois supérieurs à la concurrence, j'exagère en disant 10 fois, mais tu m'as compris. Oui, je t'ai compris. C'est aussi logique d'avoir autant d'écarts. C'est vrai, mais moi, encore une fois, quand on a vu ce que David Gaudu pouvait faire sur Paris-Nice, je me disais quand même qu'on aurait pu avoir un peu la même chose sur ce Tour de France. La vraie déception, elle est par rapport à ça. Je m'attendais pas, franchement, on va dire, à avoir 5 minutes d'écart pratiquement entre les Yates et Vingegaard après une semaine de course. Mais après, ils se font la course sur toutes les étapes. Dès qu'ils peuvent, ils se font la course, les gars. Guillaume, rappelle, forcément. Remémore-toi les écarts de l'année dernière. Geraint Thomas, il finit à 8 minutes. David Gaudu, il finit quasiment à 13-14 minutes. Geraint Thomas, qui a quand même gagné le Tour de France, qui a quand même fait 2e du Tour de France dans la foulée. Ouais, mais après 3 semaines. Il vient de refaire... Ouais, mais qui vient... Oui, mais
finalement, on est à peu près dans la même proportion. Tu multiplies par 3 et on a les mêmes écarts. Bon, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner avec une deuxième semaine qui sera un peu plus calme quand même que la première, avec cette traversée pour arriver vers les Alpes, sachant quand même que après une première semaine aussi dure, et on l'a vu aujourd'hui avec tellement d'écart, là par contre ça va être intéressant. On va avoir de vraies chances pour les échapper maintenant. C'est aussi ça l'enseignement qu'on peut avoir. Dès la prochaine étape, alors demain, je peux certifier à tous nos auditeurs qu'il n'y aura pas d'écart au général ni pour l'étape parce que c'est repos, mais il est clair que dès après-demain, il peut y avoir des belles échappées. Et on sait, avec ces deux-là, on sait jamais. Même si le final n'est pas trop favorable aux attaques. Ouais, je sais pas. Regarde, tu vois. Regarde, hop. T'as le bruit. Tu entends. Je suis en train de tourner les pages de mon cahier avec ces étapes qui arrivent. Vulcania, Issoire, ça va être l'étape de mardi. Ça va être quand même un petit peu de la moyenne montagne. Hein. C'est propice pour les échappées quand même, 167 bornes. On va aller à l'étape de mercredi entre Clermont-Ferrand et Moulins. Bon, là, ça devrait quand même le faire hein, pour les sprinters, parce que c'est pareil. Les sprinters, depuis le départ du Tour de France, ils n'ont pas beaucoup laissé passer leur chance, voire même pas du tout. Ils n'ont pas laissé passer leur chance, même dans l'étape de Limoges hier. Après, t'as quoi comme étape? T'as l'étape entre Roanne et Belleville-Beaujolais. Là, ça va être l'étape donc de mardi, mercredi, jeudi. Là, pareil, ça va y avoir pas mal de dénivelé. Ça va être un peu de la moyenne montagne, donc dans le massif du Forez, hein, il me semble, par là-bas. Donc là, ça va être propice aux échappées. Tu vas avoir une deuxième semaine où ça va être plus propice pour les échappées. Et je pense qu'on peut avoir les échappées qui iront au bout. Etienne, la bataille pour le maillot vert, est-ce que pour toi c'est fait? Jasper Philipsen est clairement au-dessus de la concurrence sur ce Tour de France. À moins qu'il lui arrive un problème, je vois pas trop comment il peut perdre. On l'a vu sur l'étape qui était sur le papier le moins propice, il fait 2. Sachant que celui qui gagne, c'est quelqu'un qui a quand même perdu pas mal de terrain sur ce classement. Non, après, faut se méfier parce qu'on avait dit un peu la même chose de Marcel Kittel en 2017 quand il avait raflé ses 4 étapes en début de tour. Finalement, Michael Matthews l'avait grignoté des points petit à petit, et puis Marcel Kittel avait chuté lourdement en montagne pour abandonner. Et même s'il n'avait pas abandonné, finalement, ça aurait peut-être été dur pour lui de conserver le maillot vert. Mis à part un abandon, tu penses que Philipsen peut être battu, pardon? En français, c'est mieux. Va falloir qu'il tombe sur quelqu'un qui hausse son niveau et qui aille chercher des points aussi en montagne. Et le problème, c'est que Philipsen, c'est pas Marcel Kittel en montagne, c'est quelqu'un qui passe pas si mal les bosses. C'est quelqu'un qui dans des étapes de moyenne montagne peut aller s'échapper pour aller chercher ses 20 points de sprint intermédiaire. Très rapidement, t'es bluffé toi par la force des Alpecin de Koenig et notamment ce rôle de poisson pilote de Mathieu Van Der Poel qui est une des superstars du peloton international, mais qui se met facilement au service de son équipe. Et alors d'ailleurs, je vais vous proposer une interview à la fin de ce podcast enregistrée au départ de Libourne ce samedi avec le manager Christophe Routefort, le manager de l'Alpecin de Koenig, qui revient notamment sur le pourquoi de Mathieu Van Der Poel en poisson pilote. Vous pourrez l'écouter, c'est très intéressant, et c'était notamment lié à l'absence de Jonas Rickaert sur Tirreno. Et quand ils ont vu l'entente entre Van Der Poel et Philipsen, ils se sont dit tiens, on va peut-être mettre ça aussi sur le Tour de France. En tout cas, c'est une bonne idée. Donc voilà, cette interview, pour la retrouver à la fin de ce podcast, je vais vous la glisser. Etienne, t'es bluffé toi par Alpecin? Bluffé par oui, le duo marche très bien, on l'a vu avec Van Der Poel qui est un flandrien, donc c'est quelqu'un qui sait frotter, qui sait jouer des coudes, qui sait se placer quand il faut. Donc et puis il y a un sprinter qui a une confiance aveugle en lui, qui sait prendre sa roue au bon moment, qui la lâche pas. Van Der Poel dépose Philipsen au bon moment, et puis ça fait 3 victoires et une 2e place pour le moment. Exactement. Donc c'est assez impressionnant. Et ça fait marrant parce qu'il y a un parallèle à faire là aussi avec Wout van Aert. On parle toujours de la rivalité entre les deux. Oui. Mais sur le Tour de France, les deux sont totalement dévoués à leur leader. Alors dans des rôles totalement différents. Mais on a vu Wout dévoué à Jonas Vingegaard. Et on voit un Mathieu Van Der Poel dévoué à Jasper Philipsen. Exactement, et c'est très intéressant de voir comment ces deux superstars sont quand même au service du collectif. Et ça, sincèrement, c'est beau à voir. C'est vraiment très beau à voir. Très rapidement, bataille pour le maillot à pois. J'ai du mal à m'intéresser au maillot à pois aujourd'hui, plus que quand j'étais gamin.
ça me fait mal au cœur parce que ce maillot à pois est tellement magnifique. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas de Français qui se bagarrent pour le maillot à pois, c'est Nelson Poles qui est en tête, mais depuis qu'il y a eu la refonte du barème de points du maillot à pois, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je sais pas pour toi Étienne, mais... On est dans un scénario un peu catastrophe pour ceux qui visent réellement le maillot à pois, j'insiste sur ce réellement, parce que les points ont été beaucoup dispersés. On a vu Félix Gall en marquer, on a vu Giulio Ciccone en marquer, Nelson Poles en a aussi marqué, mais aujourd'hui par exemple il marque pas tant de points que ça alors qu'il pouvait en marquer plus de 20. Woods rentre dans le jeu, et puis finalement tu t'aperçois que les leaders, alors ok heureusement ils en marquent pas aujourd'hui, mais tu t'aperçois que Pogačar, Vingegaard, ils ont déjà plus de 15 points tous les deux, et tu te dis qu'au final avec la 3e semaine et les nombreuses arrivées, plus la perspective de bagarre entre les deux, encore une fois pour la 4e année consécutive, je pense que ça va être pour un leader, voire peut-être même pour le maillot jaune, hein. Oui, ben encore une fois, peut-être les favoris qui vont se bagarrer pour ce maillot à pois. Étienne, on va terminer donc avec l'étape, ça sera très rapide. L'étape donc de mardi, puisque lundi, demain, c'est journée de repos. Mardi, je tourne les pages en même temps pour arriver sur cette étape donc entre Vulcania et Issoire. On va être dans le Massif Central, on va être autour de Clermont-Ferrand et on va avoir quand même pas mal de dénivelé avec 1, 2, 3, 4, 5 ascensions répertoriées de 3e et de 2e catégorie, avec le 2e catégorie, le col de la Croix-Saint-Robert et une arrivée en descente, on va dire, entre la dernière difficulté de 3e catégorie, la côte de la Chapelle-Marcous, et donc l'arrivée à Issoire où ça va descendre, on va dire, aller sur les 30 derniers kilomètres et ça devrait être propice aux échappées. Alors que ça vient de couper avec Étienne, bon, ça c'est signe qu'il faut conclure. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore merci donc pour cette semaine sur le Tour de France, les écoutes qui ont explosé, les records qui ont explosé. Merci beaucoup de votre suivi. Je vais vous laisser avec le message d'au revoir de Étienne, donc, qui nous a enregistré un petit vocal rien que pour vous, que je vais vous mettre ici. Merci beaucoup à Étienne d'avoir été avec moi. On se retrouve demain pour la journée de repos avec le débrief du Giro Donné, le Giro Femmes, qui s'est conclu aujourd'hui avec la victoire d'Annemiek van Vleuten devant la Française Juliette Labou. On retrouvera Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin avec moi avant le retour du Tour de France mardi, donc, avec cette étape entre Vulcania et Issoire. L'interview aussi après de Christophe Routefort, le manager d'Alpecin de Koenig. Bonne soirée à toutes et à tous. Eh bien, merci à toi Guillaume, ça a été un vrai plaisir de pouvoir débriefer cette très belle étape du Puy-de-Dôme à tes côtés. Et puis demain c'est le jour de repos pour les coureurs, c'est aussi jour de repos pour les suiveurs du Tour de France. Avant de, si tu veux mon avis, de se régaler tout au long de ces 2 prochaines semaines. Salut Guillaume. Bonjour. Est-ce que vous êtes imbattable au sprint? Non, pas du tout, pas du tout. On a fait des belles sprints et des beaux sprints pour le moment, mais on n'est sûrement pas imbattable. Non. Comment vous avez convaincu Mathieu Van Der Poel de rentrer dans ce rôle de poisson pilote, lead-out parfait, où il est parfait? C'était pas si difficile au début du terrain. Au début du terrain Adriatico, Mathieu a fait ses ambitions personnelles, mais ça ne marchait pas si bien. On n'avait pas Jonas là et Sinkeldam était nouveau dans l'équipe et c'est allé naturellement.